Bienvenue dans ce tribunal climatisé. C'est déjà ça de prix. Il n'arrive pas dans ce matin. Enchanté, je suis Vincent Montet, le vice-président de l'Axel. Une question qui vient pour la première fois à un événement de l'Axel. Bienvenue. Donc, je vais prendre quelques secondes pour vous présenter notre association. Plus de 30 événements par an, des tables rondes, des interviews, des talks, des masterclass. C'est l'association de l'économie numérique, de cette transformation autour évidemment de plus en plus de l'IA, plus de 120 entreprises adhérentes, une des seules associations, une des plus anciennes, interprofessionnelles, qui n'est pas corporatiste. On ne défend pas un métier, on ne défend pas un secteur, on ne fait pas de lobbying d'ailleurs pour tel ou tel aspect de la loi, mais bien des think tanks, des doueurs qui créent beaucoup de contenu. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à aller voir tout ce qu'on fait autour de 3 baromètres clés. Un baromètre autour de la data, de l'IA et de la santé. Un baromètre extrêmement connu sur la confiance en l'économie numérique des Français. Et puis un baromètre qui s'appelait Croissance et Digital, qui est devenu cette année Croissance et IA. Vous retrouvez tout ça sur le site de l'Axel. Les clubs, différents think tanks qui s'animent autour de femmes et d'hommes qui sont très engagés, je le rappelle, hein, c'est que du bénévolat, et j'ai rarement vu, ça fait quelques dizaines d'années que j'y suis, autant de personnes s'investir pour cette industrie. Donc le club Assurance et Digital, Santé, Confiance, Paiement FinTech, et je salue notre président connu dans ce milieu-là, Laurent Nizery, et puis le Commerce Tech Club, mais aujourd'hui, nos hôtes, c'est le club juridique avec monsieur Barbry, Eric, et puis sa compère Manaïg Gabillard. Merci aussi de nous recevoir aujourd'hui. Je pense qu'on peut les applaudir déjà pour le Ce club juridique, il est là pour accompagner, favoriser, assurer. Il réalise des débats, il invite des experts, et puis on va le rappeler, il fait ce fameux vrai-faux procès. Il est également au service des autres clubs. Dès qu'on a une dimension juridique, réglementaire, on se tourne vers ce club pour dire qu'est-ce qu'on va faire dans tel ou tel baromètre, sur tel ou tel aspect. Ressources très précieuses. Merci encore de cet investissement. Vous pouvez donc scanner, puisqu'il y a un Wi-Fi ici gratuit et climatisé, vous pouvez scanner le QR code si vous souhaitez en savoir plus sur l'Axel. Mais on va tout de suite passer dans le vrai-faux procès. Je suis, moi, dans le civil, fondateur et directeur d'un MBA dans la transformation et le marketing digital au sein de l'EFAP. Mais je suis heureux d'appeler aujourd'hui le président du tribunal, Vincent Montet. C'est climatisé. Le problème, c'est que c'est filmé. Bon, arrêtez de rigoler. J'ai le maillet facile. Mesdames, Messieurs, l'audience est ouverte. Pour la 3e fois, ce tribunal se réunit. En 2019, il a jugé le RGPD, rien que ça. En 2024, il a jugé l'AI Act. Ce matin, il est saisi d'une affaire plus grave encore. Une affaire qui ne porte pas sur un texte, mais sur une question existentielle. L'Europe est-elle encore maîtresse de son destin numérique? L'affaire inscrite au rôle de ce jour, le procès de la souveraineté numérique. L'exposé des faits. Avant d'entendre les différentes parties, rappelons les faits, rien que les faits. Leur interprétation appartiendra au débat. Premier fait, printemps 2025, mon confrère, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, est visé par les sanctions américaines. Dans la semaine, il perd l'accès à la messagerie professionnelle qui était sur Microsoft. Il est obligé d'aller vers un fournisseur suisse. L'Europe. Bon. Pour les uns, c'est la preuve du kill switch. Ce n'est plus une hypothèse, mais que c'est maintenant un précédent documenté. Pour les autres, un cas d'espèce lié à des sanctions cibles qui ne dit rien du fonctionnement normal du marché. Le retrait des modèles hyper performants d'Anthropic il y a quelques semaines hors du marché US va dans le même sens. Deuxième fait,
Les chiffres versés au dossier. 80% des dépenses cloud européennes bénéficient à des acteurs américains. 265 milliards d'euros. 70% des données françaises sont hébergées hors UE. Et le 12 mai dernier, devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, le fondateur de Mistral, Arthur Mensch, avançait qu'à horizon de 3 à 4 ans, la consommation européenne d'IA pourrait représenter 1000 milliards par an, 1 trillion. S'il est importé, disait-il, vous êtes dans la situation d'un État vassal. Hémorragie stratégique pour les uns, réalité assumée d'un marché mondialiste pour les autres, ce sera à nous de trancher. Troisième fait, la riposte. En 2026, l'État français enclenche la bascule. Circulaire sur la commande publique numérique, plan interministériel de réduction des dépenses, remplacement de l'américain Palantir par le français Chabvisio. Et le 3 juin, la Commission européenne présente son paquet de souveraineté technologique. Sursaut salutaire, diront les uns, protectionnisme déguisé, répondront les autres, Washington crie déjà à la discrimination. Voilà le dossier. Il est épais, il est brûlant, mais surtout il n'est pas tranché. Car c'est bien pour cela que le tribunal siège aujourd'hui. La question qui vous est soumise, mesdames et messieurs les jurys, est la suivante. Êtes-vous pour ou contre un cadre juridique favorisant la souveraineté numérique? Pour instruire cette affaire, j'en oublie mon rôle de présentateur. C'est pas grave, il y a des touches. Pour instruire cette affaire, le ministère public sera représenté par Maître Danny Cohen, avocat et professeur à Sciences Po, dont la rigueur n'a d'égal que l'éloquence, et le tribunal l'invite d'emblée à la clémence. À la barre, plaidons Maître Julie Rodrigue et Maître Éric Barbie. Pardon, Maître. Depuis tout petit. Deux voix de tout oppose ce matin. Et j'ai dit que j'avais le maillet facile. Et j'espère, c'est précisément ce que le tribunal attend d'elle. Le tribunal entendra également deux témoins. Madame Séverine Denis, directrice des affaires réglementaires de DocaPost, et Monsieur Damien Rillard, senior directeur en charge du cloud souverain chez Oracle. Le tribunal note avec intérêt non dissimulé que le champion français de la confiance numérique et l'hyperscalaire américain témoigneront ce matin sous le même serment. Voilà qui promet. Quelques règles pour ouvrir les débats. Chaque partie disposera d'un temps de parole strict. Ce tribunal a le marteau facile, je vous le rappelle. Les objections sont admises. Les jargons technophiles incompréhensibles pour le président sont passibles d'outrage à magistrat. Les témoins diront la vérité, toute la vérité, dans la limite de leur élément de langage respectif. Et surtout, à l'issue de ces plaidoiries, des témoignages et du réquisitoire, c'est vous, mesdames et messieurs, qui allez voter. Le verdict de ce matin n'est écrit nulle part, il sortira de cette salle. Je suis donc, maintenant je vais appeler notre premier témoin, Séverine Denis. Je vous en prie, oui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, avant de dire ce qu'est pour nous, DocaPost, la souveraineté numérique, je veux dire d'où nous la regardons. Je représente DocaPost, la filiale numérique du groupe La Poste, et nous nous inscrivons dans 600 ans d'histoire. Celle d'une entreprise à mission, au service de tous et utile à chacun. Notre métier, DocaPost, c'est de prolonger dans le monde numérique le lien de confiance dont la Poste est garante depuis des siècles dans le monde physique. Cette confiance, nous la déclinons en 4 engagements. Un numérique de confiance, un numérique éthique, un numérique inclusif, et enfin, un numérique au service de la société tout entière. Et ce ne sont pas des mots. DocaPost, ce sont 6 000 collaborateurs en France, 878 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, 61 sites en France et 18 importations à l'international, en Europe et dans le monde. La souveraineté numérique, pour nous, c'est d'abord ce que ce n'est pas. Ce n'est pas du souverainisme.
Et c'est encore moins un repli sur soi. L'étude annuelle du Conseil d'État de 2024, dont je vous recommande la lecture excellente des plus de 500 pages, nous le rappelle. Si c'était nécessaire, il n'y a pas de souveraineté unique. Il y a des souverainetés, dans tous les domaines. L'agroalimentaire, la défense et le numérique, qui en est une facette et qui, à ce titre, doit être vue dans l'ensemble de ses composantes. Dans notre cas, dans ces domaines, la souveraineté, c'est la capacité à choisir et à maîtriser ses dépendances. Dans le monde numérique, on pense spontanément à la protection des données. C'est ce dont on parle le plus souvent peut-être dans les médias. Et en particulier des données personnelles. Et c'est vrai, mais la capacité à maîtriser ces dépendances n'a pas que des impacts juridiques. De mon point de vue, il y a 3 grands axes à dégager pour la souveraineté numérique qui sont interdépendants les uns des autres, où la dépendance à un acteur peut être une situation de risque. Ces risques sont tout d'abord le risque juridique, on l'a déjà évoqué. Nous dépendons tous d'un cadre juridique, un cadre que, normalement, nous avons choisi et que nous assumons en toute conscience. Mais avoir recours à un prestataire, un tiers comme on dit, qui dépend lui-même de sa propre juridiction, c'est hériter de sa dépendance à lui et supporter en conséquence un risque juridique supplémentaire. Le risque d'incompatibilité, alors, entre les droits du prestataire et le droit du client peut s'appliquer. Parce que le monde numérique aujourd'hui ne s'arrête pas aux frontières géographiques. Vous le savez, on ne peut pas arrêter les données à la frontière de la France, ni de l'Europe, ni de la Chine, ni des États-Unis. Ces frontières physiques ne s'appliquent pas. Le droit lui-même a donc une portée extraterritoriale. Et même bien avant que nous soyons dans une société du cloud, juste pour penser aux lois de blocage et aux problématiques extraterritoriales liées à la lutte contre la fraude et, j'ai oublié le mot, mais ça reviendra plus tard. Nous, en Europe, nous avons le RGPD, qui est une réglementation à portée extraterritoriale, puisque le règlement s'applique aux citoyens européens, où qu'ils soient dans le monde. Cela est consubstantiel à la technologie du cloud, au numérique en général, et ce n'est pas un problème en soi, c'est un fait. C'est un fait qu'on ne peut pas maîtriser puisque nous avons fait le choix d'externaliser nos données. Pourtant, il y a parfois une incompatibilité. Des juridictions se superposent et poursuivent des objectifs différents. Pensons à l'articulation qui a été évoquée entre notamment le FISA, le Foreign Intelligence Surveillance Act américain et le RGPD, ou encore aux questions de propriété intellectuelle. Mais ce ne sont que des exemples, et qui ne devraient pas être toujours opposés de manière systématique, mais pensés de manière juridique et en fonction des juridictions. Encore une fois, nous dépendons tous d'un cadre juridique. La question est de savoir si nous l'avons réellement choisi et s'il est compatible avec le nôtre. C'est ça, une indépendance juridique. Car méconnaître leur incompatibilité, c'est mettre en péril le respect de la loi par l'usager et par ses propres usagers, et dans un effet domino, se retrouver hors la loi par négligence, et cela n'est pas acceptable. Il y a donc une co-responsabilité au prestataire de devoir la transparence à son client, au client de rechercher activement le cadre qui s'applique à lui. Cette co-responsabilité est la condition de la confiance. Ensuite, le deuxième axe est lui plutôt technologique. Plus difficile à maîtriser parce que qui est capable de lever le capot pour savoir ce qui se passe réellement dans un système d'information? Vous peut-être, mais moi pas. Je dois faire confiance à l'opérateur qui me livre son service. Aujourd'hui, personne ne peut produire les biens et tous les services dont il a besoin. Personnellement, je ne pêche pas les sardines que je mange. Ça s'applique donc à tous les services numériques. Les services numériques en cloud, en SaaS en particulier, ceux qui sont donc les services logiciels, apportent une agilité formidable, à tout point de vue. Le corollaire, c'est que la majeure partie de ces services est externalisée chez un tiers. Les fonctions, les données, les connaissances qui permettent de maintenir et de faire évoluer le système. Et c'est tout à fait naturel. Néanmoins, si ces services sont vitaux pour l'utilisateur, pour le client, si j'ose dire,
et qu'ils sont opérés par un seul prestataire, alors cette dépendance devient existentielle. Il faut alors mesurer le niveau de confiance que l'on peut raisonnablement accorder à son prestataire, sa capacité à ne pas couper le service, qu'il switch, ou à ne pas augmenter les prix de manière inconsidérée. On estime une augmentation générale et moyenne sur les 5 prochaines années de 12% par an sur les services numériques externalisés. En moyenne, ça commence à faire beaucoup. Et enfin, à ne pas entraver le changement de prestataire en restant dans un marché de libre concurrence. La mesure de la dépendance technique est indispensable. Et au-delà d'un certain seuil de dépendance, je pose la question: comment faire exister la confiance? Enfin, le troisième axe est lui de nature économique. Les services numériques drainent à l'échelle européenne un volume financier qui ne cesse de croître. Les études du CIGREF avec le cabinet Astares l'ont chiffré, autre lecture tout à fait intéressante quand vous aurez terminé le rapport du Conseil d'État. On a environ 400 milliards d'euros de dépenses annuelles par les organisations européennes en cloud et en logiciel. Malheureusement, en matière de services cloud, comme ça a été évoqué, plus de 70% de ce marché est adressé par des opérateurs outre-Atlantique qui font très bien le travail, nous en convenons parfaitement. Concrètement, cela signifie que les impôts ne sont pas payés en totalité en Europe. Cela signifie que les emplois ne sont pas affectés en totalité en Europe. Cela signifie que la connaissance technologique, la recherche, la maîtrise n'est pas partagée en proportion du chiffre d'affaires perçu en Europe. On estime qu'environ 80% de la valeur est créée outre-Atlantique. La dernière étude du CIGREF, publiée en mai 2026, va encore plus loin et, au total, estime une perte nette en chiffre d'affaires d'environ 205 milliards d'euros par an, qui serait équivalente à un impact de 2 chocs pétroliers similaires à celui du détroit d'Ormuz, ou alors au budget annuel de l'Union européenne. Mais, et c'est là-dessus que je veux insister, il y a une bonne nouvelle. Si on affectait 15% de ces dépenses, seulement 15%, pas 100%, seulement 15% de ces dépenses, au sein de l'économie européenne, elle entraînerait la création d'environ 500 000 emplois directs, indirects, dans tous les secteurs et au profit de la communauté européenne et de l'ensemble européen. En pratique, qu'est-ce que cela signifie lorsque l'on a posé ces 3 axes de réflexion et que l'on souhaite y porter une valeur? La souveraineté numérique, telle que nous la voyons, c'est donc ceci: c'est accompagner nos clients, privés ou publics, dans des choix éclairés qui les engagent à court, moyen et long terme pour maîtriser leur dépendance. Et la confiance, elle se gagne. Elle se gagne et elle ne se donne pas gratuitement. Je ne vous fais pas confiance spontanément. À certains d'entre vous, oui, parce que je les connais et parce que nous avons vécu une histoire ensemble. C'est par le partage de la connaissance technologique, par la pluralité des acteurs, par l'engagement sur les territoires et la création d'emplois, par exemple, que l'on peut acquérir cette confiance et la garder dans le temps. La question qu'on pourra nous poser, et ce dont nous pouvons témoigner, c'est: est-ce possible? Est-il possible de revenir en arrière? Sommes-nous capables de réaliser des services numériques de qualité? Et à l'échelle, comme on dit aujourd'hui. On va nous dire c'est un bel idéal, on va nous dire ce n'est pas réaliste. Premièrement, chaque situation mérite d'être évaluée pour identifier les forces et les risques de chacun des systèmes d'information, de chacune des organisations, tant privées que publiques. L'indice de résilience numérique, par exemple, est un outil à mettre en œuvre pour établir de manière fiable et neutre son propre indice de résilience, pour évaluer où sont les forces et les faiblesses, et où est le chemin d'amélioration lorsque cela est nécessaire, lorsqu'on a des incompatibilités juridiques, lorsque l'on a des dépendances techniques ou des dépendances économiques. Ensuite, la France, les acteurs français et les acteurs européens, ensemble, tiennent la route, et ils le tiennent réellement, sur toute la chaîne de services, sur le plan fonctionnel, comme en termes de volume, de robustesse et de scalabilité. Pour vous donner quelques chiffres, juste DocaPost, pas DocaPost et tous ses confrères, juste nous, et donc vous imaginez qu'en réalité c'est plus grand.
Juste nous opérons 4 millions de comptes actifs de l'identité numérique de la Poste. 4 millions. Nous avons 45 millions de dossiers médicaux hébergés dans nos data centers HDS et sécurisés. Nous opérons 60 millions de bulletins de paye dans les coffres Digipost tous les ans. Plus de 140 millions d'électeurs ont voté électroniquement et en toute sécurité avec nos services. Plus de 100 millions de signatures électroniques sont réalisées par an dans le respect du règlement EIDAS, règlement européen, évidemment qui s'applique à nous. Plus de 23 milliards de documents sont conservés au titre de la preuve numérique et peuvent démontrer, dans un tribunal comme celui-ci, que l'ensemble des parties pourront opposer quelque chose. 50 millions de factures électroniques traitées depuis le début de l'année, et nous ne sommes qu'en juillet, tout cela peut démontrer qu'il y a une réalité technologique, une réalité économique et une réalité juridique. Ce ne sont pas des promesses, ce sont des services en production à l'échelle européenne, au-delà de l'échelle française. Alors pour conclure, simplement 3 idées dont nous pouvons témoigner. C'est que la souveraineté, c'est la maîtrise des dépendances en conscience, qu'elle repose sur une co-responsabilité entre le prestataire et le client, et qu'elle se construit dans la diversité et la souplesse. Je vous remercie. Merci à notre témoin Séverine. On va appeler son avocate, Julie Rodrigue, pour sa plaidoirie. Et je connais l'autre maître à côté de moi que je retiens déjà. On va avoir le moins d'interruptions possible. Je vais mettre le compteur parce que quand j'ai commencé à faire ma plaidoirie, on avait pour 25 minutes. Donc je pense que je risque de... Voilà. Audrey Autran, qui est auteur dans la revue de l'INA Hors les murs. La revue de l'INA Hors les murs a écrit en 2020, par un recours paradoxal de l'histoire, l'Internet, instrument d'affirmation des individus, devenu outil d'usage indispensable à nos vies quotidiennes, a accouché d'une hydre qu'il devient de plus en plus difficile de dompter. La souveraineté numérique, c'est un concept pour dompter l'hydre dont parle Audrey Autran. Ce concept désigne la capacité de l'État, d'une organisation ou d'un individu à contrôler ses données, ses infrastructures et ses technologies, pour ne pas dépendre d'acteurs étrangers. C'est le contrôle effectif sur les données, où est-ce qu'elles sont stockées, qui peut y accéder, sous quelle loi elles sont placées. Les infrastructures, c'est le cloud, les data centers, les réseaux, les satellites, les serveurs. La loi SREN de mai 2024 a inscrit le recours à des infrastructures souveraines pour héberger les données les plus sensibles des administrations publiques. Toute donnée relevant d'un secret protégé par la loi et dont la violation pourrait apporter atteinte à l'ordre public doit être hébergée de manière souveraine, avec la qualification Secnum Cloud de l'ANSSI. Et puis il y a les technologies stratégiques, les logiciels, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les plateformes. Garantir que les choix technologiques d'un pays ou d'une organisation ne soient pas dictés par des puissances étrangères ou des multinationales. C'est ça la direction que l'on doit prendre. Or actuellement, nous dépendons d'acteurs étrangers, essentiellement les géants américains. Microsoft, Amazon, Google, Apple, Meta, les GAFAM, qui sont aujourd'hui supplantés par les Mango, Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI et SpaceX. Ceux-là gèrent le cloud, les systèmes d'exploitation, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, ainsi que les dépendances plus structurelles dont on ne parle pas, les câbles sous-marins par exemple. La dépendance technologique est insidieuse parce qu'elle ne se voit pas. Elle s'accumule silencieusement, transaction par transaction, clic par clic. Un autre auteur du métier sans doute, Marc Lipskier, dénonce une désindustrialisation numérique accélérée de l'Europe, qui administre le droit tandis que les États-Unis et la Chine forgent la matière. Marc Lipskier s'interroge sur notre illusion d'une mondialisation neutre face à la brutalité géopolitique des chaînes de valeur. Et il dénonce la souveraineté normative européenne qui se réduit à une souveraineté de papier journal officiel. Bruno Le Maire s'est exprimé lors du forum InCyber 2026. On est trop lent, trop faible, trop dispersé. Un expert en cybersécurité identifiait 3 leviers de puissance contemporaine. L'énergie,
condition de toute capacité industrielle, les semi-conducteurs, et la donnée au cœur des équilibres économiques. L'Europe, pour l'instant, est dépendante sur les trois fronts. Selon la Cour des comptes européenne, l'objectif de produire 20% des semi-conducteurs mondiaux en 2030 ne sera pas atteint. Les semi-conducteurs, c'est le pétrole de notre siècle. Tant que l'Europe ne disposera pas de sa propre infrastructure numérique indépendante, elle restera exposée. Alors je vais reprendre les chiffres du cabinet Asterès qui a été mandaté par le CIGREF, l'Association des grandes entreprises et administrations publiques françaises, puisque on parle dans ce rapport du poids des États-Unis dans le secteur des services de cloud et de logiciels, et on parle dans ce rapport, qui est très intéressant, de comment ça bénéficie aux États-Unis pour évaluer les gains que l'Union européenne pourrait tirer si elle se développait dans le secteur du cloud et des logiciels. Le coût de la dépendance aux services numériques américains correspond à un flux estimé, vous l'avez entendu, à plusieurs centaines de milliards d'euros par an. Les dépenses de cloud logiciel représentent 2,2% du chiffre d'affaires des grandes entreprises. En France, ça correspond à 66 milliards d'euros et en Europe, ça correspond à 400 milliards d'euros. Les entreprises américaines, maintenant vous le saurez, ont 83 du marché du cloud logiciel européen, d'après les résultats qui ont été regroupés par Asterès. C'est-à-dire que les Américains récupèrent 54 milliards d'euros pour la France et 330 milliards d'euros pour l'Union européenne. Ce marché que les Américains ont à 83% génère aux États-Unis 285 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ça génère 800 000 emplois, 186 milliards de dollars de valeur ajoutée et 51 milliards de dollars de recettes sociales et fiscales. Vous avez parlé de 15%, je vais vous parler de 5%. Si 5% seulement des services de cloud logiciel des entreprises européennes qui sont aujourd'hui adressés à des entreprises américaines étaient réorientés vers une production européenne, il pourrait en résulter 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 12 milliards d'euros de valeur ajoutée, 178 000 emplois, 5 milliards d'euros de recettes publiques, pour vous dire donc notre intérêt à nous lancer dans le cloud et dans le logiciel. Maintenant, je vais vous donner 3 exemples tout à fait concrets du naufrage qui est devant nous si nous ne nous dirigeons pas vers l'objectif d'une souveraineté numérique. Premièrement, dépendre des acteurs américains, c'est dépendre de leur pouvoir politique. Le 13 juin 2026, donc il y a quelques jours, les Échos annonçaient la décision politique du gouvernement américain. Le gouvernement américain, au nom des autorités de sécurité nationale, a émis une directive de contrôle des exportations suspendant tout accès à Fable 5 et à Mythos 5 pour tout ressortissant étranger, qu'il se trouve aux États-Unis ou à l'étranger, y compris les employés étrangers d'entreprises. Ça, c'était 3 jours seulement après le lancement commercial de ces 2 nouveaux modèles qui sont capables de détecter et d'exploiter des failles de sécurité à une vitesse et une acuité inédites. L'entreprise Anthropic raconte qu'elle a reçu une directive du gouvernement à 17h21 qui ne détaillait pas spécifiquement ses motifs de préoccupation pour la sécurité nationale. Anthropic conteste évidemment cette décision, mais elle l'applique. Et comme elle n'a pas pu faire le tri entre les étrangers et les non-étrangers, elle a directement, brutalement désactivé ces 2 modèles. En France, normalement, Orange et le Crédit Agricole n'ont plus accès à Mythos 5 sur décision de Donald Trump. La même situation s'est reproduite le 25 juin 2026. Lorsqu'OpenAI a été contraint de limiter le déploiement de son dernier modèle ChatGPT 5.6 à une vingtaine de partenaires de confiance, très probablement, évidemment, des entreprises américaines, puisque la liste devait être approuvée par le gouvernement américain.
Conclusion. Une décision politique prise par le gouvernement américain peut interdire brutalement, sans motif, à des ressortissants non américains l'usage d'une intelligence artificielle au nom de la sécurité nationale. Ces décisions ne reposent sur aucun cadre légal qui est clairement établi. Ce sont des critères opaques, potentiellement arbitraires et susceptibles d'évoluer au gré de l'opinion publique, au gré de l'humeur des responsables ou au gré de leurs relations avec les entreprises. Voilà ce qui nous attend au point de vue politique. Sur le plan juridique, dépendre des Américains, c'est dépendre évidemment de leur infrastructure juridique. Donc, vous avez tous entendu parler du Cloud Act, mais le Cloud Act, il est de 2018 et il vise quand même des infractions criminelles et il avance ce Cloud Act qui donc consiste à collecter toutes les données des étrangers et à s'appliquer aux entreprises qui, sur demande d'un juge ou par un mandat. Le Cloud Act concerne donc des procédures. Le Cloud Act est beaucoup moins grave que le FISA Act. Le FISA Act, il a été voté en 1978 et il a été amendé en 2008. Lui, il autorise la collecte des données sur des personnes ou entités non américaines à l'étranger à des fins de sécurité nationale et non dans le cadre d'une enquête criminelle. La fourniture de données peut être exigée même si elles sont stockées à l'étranger, tant que l'hébergeur est soumis aux juridictions américaines. Le FISA encadre la recherche d'informations ciblées et non la collecte massive de données. L'amendement de 2008 introduit un article 702 qui donne l'autorisation au gouvernement américain de surveiller les communications électroniques de ressortissants étrangers hors du territoire américain, avec l'assistance imposée des fournisseurs des services de communication électronique qui relèvent des juridictions américaines. Comment cela est-il possible? C'est possible parce que la Commission européenne avait adopté la décision d'adéquation le 26 juillet 2000, la décision dite du Safe Harbor, qui permet les transferts de données personnelles de l'Union européenne vers les États-Unis. Donc, les entreprises européennes étaient parfaitement autorisées à transférer des données sans avoir elles-mêmes à évaluer le niveau de protection des Américains vers des entreprises américaines qui n'avaient qu'une seule chose à faire, c'est dire qu'elles étaient tout à fait en adéquation avec les règles normatives de l'Union européenne. Et puis, il y a eu Edward Snowden. Edward Snowden, en 2013, informaticien, lanceur d'alerte, employé de la CIA et de la National Security Agency, a révélé l'existence de plusieurs programmes de surveillance de masse britanniques et américains. Il rend public, par l'intermédiaire des médias, les informations qui sont top secrètes de la NSA concernant la captation de données de connexion, des appels téléphoniques aux États-Unis, ainsi que des systèmes d'écoute sur Internet des programmes de surveillance, Dreams, XKScore, Boomless, etc. Edward Snowden est inculpé le 22 juin 2013 par les États-Unis pour espionnage, trahison, vol, etc. Edward Snowden est aujourd'hui un ressortissant russe et dont il a obtenu la nationalité russe en 2022. Les programmes américains de collecte et d'interception des données sont dans ce cadre-là légaux. Ils sont appuyés par des textes américains. Le cadre juridique est composé de la section 215 du Patriot Act, de la section 702 du FISA et de l'Executive Order 12333. Maximilian Schrems, utilisateur de Facebook, qui est un utilisateur autrichien de Facebook, a porté plainte en Irlande en 2013, car il s'est aperçu des révélations d'Edward Snowden. Il a vu que l'ensemble des données qui étaient envoyées à Facebook Irlande allaient faire Facebook INC, c'est-à-dire aux États-Unis. Et donc, il a saisi par une plainte la Data Protection Commissioner, le DPC irlandais, en indiquant que les États-Unis n'assuraient pas un niveau de protection adéquat des données personnelles équivalent au droit de l'Union européenne et que les transferts par Facebook Irlande vers Facebook États-Unis devaient être interdits. Il a été rejeté.
La plainte n'a fait l'objet d'aucune instruction approfondie. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Safe Harbor, il y avait l'acte de l'Europe qui disait que les transferts étaient parfaitement adéquats. En substance, pour le DPC, l'existence de cette décision de Safe Harbor liait l'autorité nationale et ne laissait pas de marge pour remettre en cause les transferts couverts par Safe Harbor. Schrems a contesté heureusement ce refus devant la High Court d'Irlande. La High Court d'Irlande a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne a invalidé Safe Harbor en rappelant le rôle actif des autorités nationales. En résumé, les documents montraient une surveillance à large échelle, mêlant collecte directe chez les fournisseurs et interception réseau, un contournement fréquent des protections techniques et un cadre juridique secret étendu, avec des conséquences majeures sur la politique de confidentialité, le chiffrement et le droit des transferts internationaux. Aujourd'hui, il y a des négociations entre la Commission européenne et le gouvernement américain. Il y a eu un premier acte qui a été signé le 7 octobre 2022. À la suite de cela, la Commission a adopté une troisième décision d'adéquation dite Data Privacy Framework le 10 juillet 2023. Oui, nous avons besoin d'une réglementation forte, bien sûr. Dernier sujet très concret, dépendre des Américains, c'est aussi renoncer à des droits essentiels. Et j'en ai un sous les yeux, c'est le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est le droit à l'effacement, c'est en droit des données personnelles, le droit pour une personne d'obtenir l'effacement dans les meilleurs délais des données à caractère personnel, la concernant auprès du responsable de traitement, lorsque certaines conditions sont remplies, sur le fondement notamment de l'article 17 du règlement RGPD du 27 avril 2016. Aux États-Unis, il n'existe pas, il n'y a pas de droit à l'oubli, pas de droit à l'effacement. Conclusion, il faut rester cohérent et il faut continuer à défendre nos valeurs. Je vous remercie. Merci encore pour cette plaidoirie. On va appeler d'autres témoins. D'abord, Monsieur Damien Liard, senior directeur du cloud chez Oracle. Oui, Chacun se mélange pas. on ne se mélange pas avec les partis. On est souverain, monsieur, on est souverain. Exactement. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, Mesdames et Messieurs les avocats et chers jurys, merci de m'entendre. Je pense qu'il est important de poser un cadre, peut-être de ramener le débat sur pourquoi est-ce qu'on parle de souveraineté et balayer quelques idées reçues. Aujourd'hui, je travaille chez Oracle. Oracle, au risque de surprendre quelques-uns, est une entreprise française, une SAS, qui fête ses 40 ans aujourd'hui et qui, en 40 ans, a investi massivement en France et employé sans doute quelques dizaines de milliers de personnes en France. Donc créer des emplois sur le territoire français. Je crois qu'on a commencé le mois de juin avec Choose France. Donc il semble que notre président aujourd'hui souhaite attirer des investissements étrangers en France. Mais première idée reçue que je souhaiterais balayer, la nature du capital d'une entreprise, que ce capital soit détenu par des Français, des fonds chinois, des fonds américains ou des fonds quelconques, ne pose pas le cadre juridique de cette entreprise. Autrement dit, une entreprise qui est une SAS en France doit suivre les lois françaises. D'ailleurs, je discutais avec un collègue il n'y a pas longtemps sur le fait que, étrangement, lorsque certaines personnes doivent quitter l'entreprise, la loi du travail qui est suivie en France et chez Oracle France est bien celle de France. C'est-à-dire qu'on ne part pas dans les mêmes conditions que nos collègues aux États-Unis qui peuvent recevoir un mail leur permettant de partir très rapidement. Donc, le cadre juridique qui est appliqué est bien le cadre français, et pour ce à quoi je viens de faire référence, si on avait le droit de suivre les lois américaines, je pense qu'on partirait de l'entreprise exactement comme aux États-Unis. Deuxième point, qui me semble absolument fondamental. On a parlé de beaucoup de lois différentes. Quand on entend parler du RGPD, que vous avez jugé ici même il y a quelques temps, le RGPD n'est absolument pas une loi qui encadre la souveraineté. Le RGPD est une loi de protection des données personnelles
Et, comme vous le savez très bien, la RGPD permet aussi des décisions d'adéquatie avec un certain nombre de pays. Et il est tout à fait, dans ce cadre, possible que des données soient en dehors des frontières de l'Union européenne. Néanmoins, ce qui est important, c'est de comprendre comment sont faits ces transferts de données. Et nous, Société Oracle, en fait, depuis 40 ans qu'on exerce en France, on a aujourd'hui, en France et dans le monde, plus de 400 000 clients. Et ces 400 000 clients sont notamment tous les clients du secteur public dans les pays où on opère. Et nous sommes donc quelque part la colonne vertébrale de la donnée de nombre de nos clients sur des solutions qui peuvent être des solutions propriétaires que nous développons depuis bientôt 50 ans ou sur des solutions d'open source. Parce que, en fait, Oracle est l'une des plus grandes entreprises de développement open source. Ce que assez peu de gens savent finalement. Lorsque l'État français pousse l'open source, il pousse par exemple Linux, le noyau Linux, le plus grand contributeur en termes de lignes de code au noyau Linux, c'est l'entreprise Oracle. Lorsque je vois la semaine dernière dans un événement avec la Gendarmerie nationale et ses experts cybersécurité utiliser VirtualBox, c'est un autre logiciel open source de l'entreprise Oracle. Nous sommes aujourd'hui le 4e hyperscaler mondial, avec notre solution cloud qui s'appelle Oracle Cloud Infrastructure. Nous restons aussi et par ailleurs l'un des plus grands acteurs au monde en termes logiciels. C'est-à-dire que nous ne forçons aucunement nos clients à aller vers le cloud. Et peut-être que c'est le premier point dont je voudrais parler quand on parle de souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas forcément faire du cloud souverain. La souveraineté, c'est avoir la liberté, avoir le choix de pouvoir faire tourner ces applications là où, selon le degré de criticité de la donnée concernée, les règles de son pays nécessitent de le faire. Il est évident que quand on parle de données classifiées, vous n'allez pas demander à un ministère de la Défense de mettre ces données classifiées dans un cloud public mondial. Donc lorsque nous avons décidé d'aller vers le cloud, et que nous avons construit OCI, qui est en 10 ans devenu donc le 4e hyperscaler mondial, nous avons prêté une attention toute particulière à pouvoir répondre aux enjeux de souveraineté de nos clients partout dans le monde. Pas seulement aux États-Unis. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de délivrer notre cloud de manière à répondre aux véritables enjeux de la souveraineté, qui est pouvoir assurer la résilience, quoi qu'il se passe, pouvoir protéger ses données, mais aussi pouvoir accéder à l'innovation, sans laquelle toute nation recule. Et, on a parlé tout à l'heure d'enjeux économiques, permettre justement la péréquation économique d'assurer ces enjeux de souveraineté, tout en payant pas immensément plus cher. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons fêté la semaine dernière les 3 ans de notre cloud souverain européen. Nous sommes le premier hyperscaler mondial à avoir décidé en 2021, annoncé en 2022 et mis sur le marché en 2023 un cloud souverain pour l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un investissement massif dans l'Union européenne où on emploie 1500 personnes qui sont des postes très hautement qualifiés pour faire tourner un cloud souverain en Europe, avec donc un afflux massif de capitaux, à la fois dans un investissement humain et bien entendu dans un investissement matériel au sein de centres de données redondants dans plusieurs pays de l'Union européenne pour assurer une résilience complète à nos clients de l'UE au sein de l'Union européenne. Le tout dans une isolation totale, c'est-à-dire que les seules personnes qui ont accès à tout ou partie de ce cloud sont des employés de ces filiales souveraines européennes qui sont soumis à la juridiction de l'UE et à la juridiction de 6 pays européens, que sont la Roumanie,
la République tchèque, la Pologne, l'Irlande, l'Allemagne et l'Espagne. Quelque chose de fondamental, c'est aussi la définition contractuelle de quelle est la Cour de justice qui devra juger tout litige par rapport à ces contrats. Que ce litige provienne de notre fait en tant que fournisseur ou que ce litige provienne du fait du client avec lequel nous avons un contrat. Et nous définissons noir sur blanc dans nos contrats le fait que cette Cour de justice est la Cour de justice de la capitale du pays européen dont provient le dit client. Donc pour les clients français, la Cour de justice de Paris. Comme je le rappelais au début, parce qu'on a parlé de RGPD, on a parlé de SecNumCloud, etc. Si on reprend les propos de Vincent Strubel suite à la dernière homologation SecNumCloud fin décembre pour nos confrères de Thales, Google, en l'occurrence avec leur filiale Sens, ce qui permet la protection de la donnée, c'est le fait que personne aux États-Unis ne soit en possession, custody or control. Il l'a dit en anglais dans le texte. J'essaie de le faire avec mon accent américain. Ne pas être en possession, custody or control de la data. Eh bien, nous ne sommes pas en possession, custody or control de la data et c'est quelque chose sur lequel nous pouvons nous engager légalement et contractuellement. En fait, tout ça, c'est possible pourquoi? C'est possible parce qu'on met en place tout un ensemble de contrôles. N'importe qui a fait de l'analyse de risque, connaît la notion de contrôle pour ramener un risque à un niveau résiduel acceptable. Et nous avons mis en place des contrôles organisationnels en définissant des entités dans les 6 pays que j'ai cités, en protégeant nos employés et les directeurs de ces entités, en leur faisant signer un contrat de travail dans lequel il est très clairement stipulé qu'ils n'ont pas le droit de partager une donnée avec quiconque ne fait pas partie de ces 7 entités. Les directeurs ont dans l'obligation d'agir dans le meilleur intérêt de cette entité et non pas dans le meilleur intérêt d'Oracle Monde. On a protégé tous les gens qui opèrent ce cloud et ensuite on a mis en place des mesures techniques. Personne, situé par exemple chez Oracle US, n'a la capacité physique, logique ou cryptographique d'accéder à ces données. La cryptographie étant la pierre angulaire de la protection des données, vous le savez, c'est donc pour cela que depuis 5 ans, nous avons fait un partenariat majeur avec Thales, acteur étatique français, puisque l'État possède, je crois, plus de 30% du capital de Thales, de manière à ce que tous nos clients français puissent continuer d'utiliser leurs clés de chiffrement au sein de leur propre système Thales, les stocker sur des devices Thales sécurisés et s'assurer que ces clés ne soient jamais exposées au sein de notre cloud, fût-il souverain. Tout cet ensemble de mesures techniques s'accompagne également, parce que quand on parle de souveraineté, c'est fondamental, mais si on parle de souveraineté sans parler de cybersécurité, il manque la corde à l'arc. Surtout aujourd'hui où, vous avez cité tout à l'heure Mythos, etc., l'accélération de l'intelligence artificielle pose des enjeux en termes de risques cyber qui sont majeurs. Si on lit la Revue nationale stratégique 2025, l'un des risques systémiques qui est évoqué, c'est la manière dont les blocs qui nous sont opposés utilisent la guerre hybride pour nous attaquer déjà aujourd'hui. Il est donc fondamental que les administrations françaises, le gouvernement français, le secteur public et les entreprises privées françaises aient accès au plus haut niveau de protection face à ces enjeux. Or, on le voit bien, quand on évoque par exemple le gouvernement américain qui décide de faire un export control sur Mythos, finalement, vous l'avez dit vous-même, ça se transfère dans le fait que plus personne dans le monde n'ait accès à Mythos. Pas spécialement la France,
Mais les États-Unis non plus, puisqu'ils ont dû couper le service à tout le monde. Donc finalement, c'est une mesure de souveraineté qui n'a pas très bien marché. Nous, en tant qu'Oracle, on a dû changer depuis déjà de nombreux mois nos manières de développer pour prendre en compte ce nouveau paradigme et utiliser l'IA, parce qu'évidemment on parle de Mythos, parce que sans doute quand il est sorti c'était celui qui avait le plus de capacité, etc. Mais il ne faut pas croire, avant Mythos ça existait déjà, la capacité de trouver des failles grâce à des LLM, et après Mythos, ce sera encore plus efficace, etc. etc. Donc c'est un rappel à l'ordre que nous avons mis en place. Et dans le cloud souverain européen, par exemple, quand on vous délivre des services de base de données comme Autonomous Database, nous prenons la responsabilité, c'est important, nous prenons la responsabilité de patcher ce service de database, et nous le patchons toutes les semaines. Retournez-vous en interne vers vos équipes de production, demandez-leur quel est leur rythme de patch, demandez-leur s'ils sont prêts à patcher chaque semaine. Or, c'est la nouvelle réalité. Donc, pour conclure, la souveraineté, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande d'avoir accès à des services cloud qui sont disponibles aujourd'hui. Notre cloud souverain européen est disponible depuis 3 ans. Elle demande d'avoir accès à des alternatives. Si vous ne souhaitez pas aller dans le cloud, mais que vous souhaitez opérer depuis votre propre data center, nous pouvons apporter le cloud dans votre propre data center, ou nous vous conservons la capacité d'utiliser nos logiciels, open source ou pas, dans votre propre data center. Ça, c'est permettre aux clients, c'est permettre au secteur public français d'accéder à des solutions de souveraineté opérationnelle. Ensuite, c'est de travailler sur l'aspect économique. Non seulement nous investissons massivement en France et en Europe, mais en plus, nous facturons à nos clients tous les services de cloud souverain au même tarif que les services de cloud public. Renseignez-vous combien de services de cloud font le cloud souverain au même tarif que le cloud public. C'est une équation économique qui est fondamentale parce que personne ne vous paye plus pour accéder à un cloud souverain. On vous force juste, éventuellement, à appliquer une réglementation pour accéder à un cloud souverain. Et enfin, je terminerai sur ce que vous avez évoqué au début, Monsieur le Président, qui est le 3 juin, l'Union européenne qui a créé le paquet technologique concernant la souveraineté. Nous voyons cela d'un très bon œil. Établir des règles claires sur ce qu'est la souveraineté. Ce que l'Union européenne a dit en même temps qu'elle a sorti le paquet souverain numérique, c'est qu'elle a aussi fait l'aveu que l'Union européenne en entier, toute seule, ne pouvait pas accéder au plus haut niveau qu'elle-même a décrété de services cloud numériques. C'est impossible aujourd'hui. Est-ce qu'il faut que l'Union européenne investisse, on a entendu parler de microprocesseurs, sur toute la supply chain, etc., pour être à même de le faire? Bien entendu. Mais il y a des éléments d'échelle et de temps qui sont incompressibles. Je ne pense pas que l'Union européenne puisse se permettre, et le rapport de Mario Draghi, il y a déjà 2 ans, je pense, le dit de manière assez éloquente, de continuer de manquer de niveau d'innovation, spécifiquement dans le secteur public. Notre but, c'est de l'apporter, quelle que soit la forme, tout en restant, comme je l'ai dit au départ, une entreprise française, sous un cadre juridique français et européen. Alors, mon procureur, entre toutes les règles habituelles d'un tribunal, aimerait intervenir. Je lui donne la parole. Oh, c'est juste d'abord pour déstabiliser un peu Eric Parmery. Et ensuite, parce que je m'aperçois que ce matin, mon chargeur d'iPhone a rendu l'âme en paix avec sa conscience, et que je voulais savoir si quelqu'un avait un chargeur, parce que vous imaginez l'état de détresse matérielle et morale dans lequel je me retrouvais si j'avais même pas pris à plat. Pardon. Ça va, on fait de l'humanitaire aussi, non? Voilà. Maître Parmery, à vous, pour ne pas dire Parmery, à vous les rêves. C'était Barbie que tu as dit.
avec attention tout ce qui a pu être dit. Je crois que je suis d'accord que sur un seul point, qui est qu'effectivement, l'IT doit représenter aujourd'hui sans doute quelque chose comme 25% de la valeur mondiale. Et cette valeur mondiale, elle est effectivement entre les mains de 95% d'entre elles sans doute, d'acteurs non européens. J'insiste déjà sur le terme non européen parce qu'on parle tout le temps des Américains, il n'y a pas que les Américains dans la vie, il y a aussi un peu les Chinois. De temps en temps, il y a d'autres pays qui sont en mode niche, mais qui sont quand même extrêmement agiles sur la partie IT, je pense à des pays comme Israël, sur la partie notamment sécurité cyber. Donc aujourd'hui, j'entends qu'on en veut tous à Donald Trump, et c'est vrai qu'intervenir auprès de la FIFA juste la veille de mon intervention, c'était pas ça n'est pas ma plaidoirie. Ceci étant dit, je pense que si le diagnostic est bon, le médicament est mauvais. Je veux dire par là que qu'est-ce que devrait faire l'Europe aujourd'hui? Certainement pas, et même si mon client admet que le paquet souveraineté serait une bonne chose, je ne pense pas que régler un problème de dépendance technologique par la loi soit la bonne solution. Alors, je n'ai pas forcément la bonne solution, ceci dit, quand on voit des résultats qui ont pu être des bons résultats, comme Airbus, comme Ariane, même si aujourd'hui Ariane se fait quand même tailler des croupières par SpaceX, on a eu quand même, par le passé, la chance d'avoir des champions européens, et on a la capacité, sans aucun doute, à trouver une solution qui ne soit pas forcément une solution juridique, et qui, de fait, comme toute solution juridique, eh bien, va mettre en danger finalement les entreprises, parce que c'est ça le problème. C'est qu'à la fin, qui va trinquer? Ce sont les entreprises qui éventuellement ne seront pas conformes avec ces nouvelles réglementations. Alors, qui a lu le paquet souveraineté? Alors, les 4, alors ça commence bien. Alors, le paquet souveraineté, c'est aussi long à lire que le rapport de Séverine. Ça fait aussi à peu près dans les 500 pages. Pour information, lisez-le quand même, hein, c'est intéressant. Il est composé de 4 documents. Vous avez un document qui est le Cloud IA Development Act, qui va s'intéresser essentiellement à la partie cloud et IA en matière de souveraineté. Vous allez avoir un deuxième volet qui s'appelle le CHIP 2, qui est le règlement sur les puces, hein, pour autant qu'on ait des puces en France. Je ne parle pas de puces de lit, hein, bien entendu. Vous aurez aussi une stratégie open source et vous aurez une feuille de route sur le numérique et l'IA et l'énergie. Le problème qu'on a avec cette réglementation, c'est, comme vient de le dire mon témoin, c'est qu'elle démontre surtout une chose, c'est que c'est l'incapacité effectivement européenne à proposer une solution alternative. Et pour répondre pour présenter en fait ce cadre et vous permettre de voter en votre âme et conscience, je voudrais en réaliser traiter ma plaidoirie autour de 3 axes. Le premier axe, qui est sans doute le plus simple, c'est doit-on imposer une souveraineté numérique par la loi? La deuxième, c'est peut-on imposer la souveraineté par la loi? Et la troisième, c'est, et Madame Denis en a parlé tout à l'heure, ainsi que son conseil, il existe déjà des réglementations en France et en Europe qui emportent un certain, on va dire, volume de souveraineté numérique. Est-ce qu'on doit aller encore plus loin que ce cadre qui existe déjà? Voilà les 3 questions que j'aimerais aborder avec vous. La première question, doit-on prévoir un cadre pour la souveraineté numérique? Et là, je pense qu'il y a déjà 3 sous-questions à traiter. La première, assez rapide, c'est mais de quoi parlons-nous, quoi? Et quand j'ai entendu Séverine Denis et son avocate, avec tout le talent qu'elles ont eu toutes les deux, je pense qu'elles confondent souveraineté réglementaire et souveraineté d'entreprise. Voilà. En vrai, vous avez 3 niveaux de souveraineté. Vous avez la souveraineté politique, c'est-à-dire celle qui fait de la mousse. Et là, des gens qui parlent de souveraineté, à la même main qui a rajouté souveraineté dans son titre en termes de ministre. Je vous laisse voir lequel. Sa souveraineté politique, elle n'a pas sa place dans notre enceinte juridique. Et puis vous avez effectivement cette double souveraineté, la souveraineté réglementaire d'un côté, la souveraineté d'entreprise de l'autre.
Et je suis totalement et fondamentalement attaché à la souveraineté d'entreprise. C'est-à-dire qu'il me paraît parfaitement normal, ce que vous avez dit tout à l'heure, Séverine, il me paraît tout à fait normal que l'entreprise fasse une analyse de risque, et que par rapport à son risque, que ce soit un risque d'infrastructure, un risque de données, un risque d'accès externe, etc., se dise « je veux privilégier tel ou tel acteur ». Mais c'est son choix d'employeur, c'est son choix d'entreprise, c'est son choix de manager, et de ce point de vue-là, il n'y a pas de débat. Là où la question se pose pour moi, c'est la souveraineté réglementaire. Faut-il imposer par la loi à des entreprises qui n'en voudraient pas ou n'estiment qu'elles n'en ont pas besoin une souveraineté par la loi? Ça, c'est la première question qui me paraît la question fondamentale. La deuxième, c'est, imaginons qu'on ait une souveraineté réglementaire, c'est un peu l'objectif, ou en tous les cas l'environnement dans lequel on va. De quoi parlons-nous? Et là, je pense aussi il y a un débat entre une souveraineté de type protectionniste, nous ne voulons pas d'étrangers, voilà, et une autre forme de souveraineté, qui est d'ailleurs celle qui est plutôt utilisée au niveau européen, qui est cette notion d'autonomie stratégique ouverte. Pour ceux qui n'ont pas lu, hein, en Europe, on ne parle pas de souveraineté numérique quasiment, hein. On parle d'autonomie stratégique ouverte, qui est quelque chose d'un peu plus raisonnable, et qui dit en réalité, on voudrait bien faire ça sans les autres, mais comme on ne peut pas, on va faire en sorte que les autres nous nuisent le moins possible. Si c'est cette de souveraineté réglementaire-là dont on parle, je pense qu'on peut ouvrir le débat. Si c'est de la souveraineté protectionniste, nationaliste, rien que l'Europe, tout l'Europe, etc., non seulement ça ne marchera jamais, parce que vous vous rappelez qu'il y a des règles aussi, hein, l'OMC, etc., mais de toute façon, en plus, techniquement parlant, ça risque de ne pas le faire. Et puis, dernier point sur le doit-on, c'est, mais quand vous mettez en place une règle de protection, le principe même de la règle de protection, c'est quoi? C'est l'existence d'un risque. Vous avez un risque, donc vous vous protégez. Alors on nous a dit, M. le Président a donné comme exemple son confrère au tribunal pénal international qui a été privé de Microsoft. Bon, ok, il s'en remettra. Il peut passer sur Google Suite. Il peut même prendre un autre opérateur, même européen. Enfin, je veux dire, honnêtement, qui a été dans cette entreprise, dans cet auditoire, qui a été coupé un jour ou l'autre par une entreprise américaine? Donc, techniquement parlant, c'est quelque chose qui relève du mythe. Alors oui, ça fait peur, mais en vrai, personne n'a jamais été confronté à ce genre de difficultés. Et le deuxième, c'est la peur du droit. C'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure, la peur du droit, parce que FIFA, parce que FISA, parce que tout ce que vous voulez, et puis Cloud Act. Qui a lu le Cloud Act? C'est toujours les mêmes. Qui a lu FIFA ou FISA? Voilà, les mêmes. Ok, alors, si vous les avez lus, je vous invite aussi à lire en France la loi sur le renseignement de 2015. Et vous vous rendrez compte qu'en fait, on a la même chez nous. Simplement, on n'en fait pas tout un sketch, hein, parce que nous, on n'a pas Donald Trump pour l'instant comme président, et que donc, disons qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de buzz autour de ces éléments-là. Mais on a la même réglementation. Et pourquoi je dis on a la même réglementation? Parce que là aussi, sur le Cloud Act, sur FISA, etc., il y a du mythe. Le mythe, c'est quoi? C'est qu'en fait, les Américains pourraient faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. La réalité, c'est que les Américains, on y croit, on n'y croit pas, restent un état de droit. Voilà. Et que quand vous mettez en place, je ne rentrerai pas dans le détail, le Cloud Act ou FISA, vous avez un cadre juridique qui est adapté. On ne le fait pas comme on veut. Et contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, FISA ne vise pas à fliquer la population du monde entier. Non, son spectre, son environnement, c'est le terrorisme. Voilà. Et comme nous, on l'a sur le renseignement en France. Donc aujourd'hui, il y a quand même une espèce d'hypocrisie, pour ne pas dire d'escroquerie intellectuelle, de dire qu'avec la réglementation américaine, tout irait pour le mal de l'humanité. Ça, c'est pour la première partie, c'est doit-on réguler la souveraineté numérique? Moi, je pense que les entreprises sont suffisamment mûres, intelligentes, raisonnables, compétentes pour définir leurs propres règles. La deuxième question, c'est si on le fait, est-ce qu'on peut vraiment le faire? C'est surtout ça la question. Parce que écrire sur un mur noir qu'il est blanc, je suis désolé, il restera noir, et puis c'est comme ça. Et taper du pied en disant souveraineté, 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 et ne pas être capable de la mettre en œuvre, ça ne sert à rien à part à se ridiculiser. Or, pour arriver à faire en sorte que ça fonctionne, il faudrait encore qu'on ait 4 paramètres, ou qu'on puisse travailler sur 4 paramètres. Le premier paramètre, c'est le paramètre technologique. Voilà. Est-ce qu'on a la capacité technique à faire ce que les autres font? Et mon client en a parlé tout à l'heure, voilà, en mettant même des milliards de dollars sur la table, est-ce qu'on n'est pas trop tard?
Je veux dire, alors ça ne veut pas dire qu'il faut être défaitiste, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut dire ah, parce que c'est trop tard, on va faire autre chose. C'est juste parce que c'est trop tard, il faut être raisonnable et se dire c'est trop tard. Le train est passé, ben, il est passé et on va attendre le deuxième. Donc peut-être qu'on fera mieux sur une nouvelle technologie, on peut peut-être se lancer sur le quantique par exemple, parce qu'il y a plein de trucs à faire. Et puis se dire, bah oui, l'IA c'est peut-être un peu mort, les puces c'est peut-être un peu mort, etc. Donc ça c'est le premier sujet, c'est technologiquement, est-ce qu'on peut véritablement imposer la souveraineté parce qu'on n'a pas véritablement d'acteur de substitution par rapport à nos amis américains. Le deuxième, c'est le facteur économique. Est-ce qu'on est prêt à mettre des milliards sur la table? Parce que qu'est-ce qui fait la grosse différence aujourd'hui entre... Je suis en retard déjà? Non, j'ai 9 minutes. Qu'est-ce qui fait la différence entre Ariane et SpaceX? Bah, c'est le fait qu'il y en a un qui est un lanceur, l'autre c'est un rêveur. Voilà. Et là, vous ne pouvez rien faire contre ça. La troisième, d'ailleurs, c'est une composante politique. Qu'est-ce qui fait la grosse différence entre les Américains et les Européens? C'est que les Américains sont des Américains. Les Européens sont des Français, des Italiens et des Belges. Et que quand vous avez un leader français, belge ou italien, bah, ça restera la plupart du temps un leader français, belge ou italien, parce que les autres leaders, eux, détestent les autres leaders des autres pays. Et ça restera un problème. Et puis le dernier point, c'est le juridique. On va créer un corps de règles, ok, très bien, et on va dire souveraineté, 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 souveraineté. Ok, les entreprises ne pourront pas le faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore créer de la régulation contraignante contre nos propres entreprises, et là je dis qu'il y en a marre. Enfin, et dernier point, j'en aurais terminé, est-ce qu'on doit le faire au-delà de ce qu'on a aujourd'hui? Donc je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit mon confrère qui était parfait tout à l'heure sur la loi sur la sécurité dans le numérique, mais vous en avez d'autres, hein. Vous prenez le code pénal et les OIV, vous prenez tout un tas de réglementations, il existe déjà un certain nombre de textes qui disent, attention, limiter les accès des autorités étrangères à nos données. Voilà. Et quand on regarde ces textes, on se dit, bah, effectivement, on n'a sans doute pas besoin aujourd'hui d'un cadre supplémentaire contraignant et compliqué qui viendrait grever finalement l'intelligence et l'activité de nos entreprises. Et enfin, je vais terminer avec un autre exemple, c'est qu'en fait, ce que je pense, c'est que le combat est noble, mais que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la maladie est peut-être connue, mais le médicament n'est pas bon. Voilà. Et je vous invite à regarder ce qui s'est passé avec un autre combat étranger entre l'Europe ou la France en l'occurrence et d'autres entités, c'est le cas de Chine. Voilà. Alors on pense ce qu'on veut des Chinois, on pense ce qu'on veut des plateformes, etc. Simplement, il est sans doute et totalement légitime pour un pays comme la France ou l'Europe de se dire il faut qu'on arrête d'avoir des produits pourris, voilà, faits n'importe comment dans nos villes et nos villages. Très bien. Mais est-ce que la bonne voie était celle qui a été prise et entreprise, qui a été de dire on va aller lutter contre des contenus illicites, etc. Résultat des courses, vous avez les décisions de justice qui ont maintenu l'activité de Chine contre l'allumette du gouvernement. Voilà, tout ça pour dire qu'un bon combat se traite avec des bons outils. Et que, encore une fois, je ne pense pas que la souveraineté par la réglementation soit la bonne réponse à un vrai problème. Je vous remercie. On va maintenant passer à l'instant clé avec notre procureur qui respectera nos différents temps de parole. Danny Cohen, avocat et professeur à Sciences Po. À vous la parole. Je crois que là, ça nécessite que je tombe la veste. D'abord, je remercie beaucoup Eric, même si je suis un peu impressionné de parler devant des gens qui techniquement savent beaucoup plus que moi. Alors, je dirais que ça demande de savoir si on doit croire à cette souveraineté numérique. Ça m'a rappelé un peu l'époque de ma bar mitzvah, au siècle dernier. J'avais des parents qui étaient à peu près indifférents à la religion. Ils se sont dit quand même, le fils aîné, il faut lui faire faire sa bar mitzvah. Je me suis tapé ça. Et je dois dire que j'ai cru en Dieu pendant une semaine. Et je pense que la souveraineté numérique, j'y ai cru un peu moins longtemps encore. J'aurais aimé y croire. J'aurais aimé y croire. Et donc, je ne vais pas formuler d'opinion pour et contre, je vais seulement faire part de mon scepticisme, vous allez dire bien français, et je vais commencer à dire pourquoi je n'y crois guère, mais pourquoi j'aimerais y croire. J'y crois guère pour trois raisons. D'abord, parce qu'on est dans un certain nombre de contradictions. Ensuite, parce que je pense que c'est trop tard et qu'on est trop faible. Et enfin, parce que si on regarde les incitations qui ont été développées jusqu'ici, les résultats sont quand même
médiocre. Alors commençons par les contradictions. J'en vois principalement 4, 2 au niveau Union européenne et 2 au niveau national. D'abord au niveau européen, c'est pas nouveau, mais c'est ce que dit notre prix Nobel d'économie Philippe Aghion. Il n'y a pas de politique industrielle. On commence à essayer de faire quelque chose, mais pendant très longtemps on était sur un raisonnement hayekien, parce qu'une politique industrielle aurait été c'est pas propre d'ailleurs à notre domaine, c'est général, aurait été soi-disant contraire à la concurrence. Moi j'enseignais le droit de la concurrence dans 25 ans, je ne vois pas en quoi ce serait contraire. Et le rapport Draghi, évidemment, propose, qui a été cité tout à l'heure, propose d'instituer une politique industrielle. Mais ça prend au moins 8 à 10 ans. Donc il y a cette première contradiction. La deuxième contradiction, c'est ce que j'appellerais un double régime de faveur au profit des acteurs américains. Double régime, d'abord quant aux concentrations, puisque vous vous souvenez qu'en 2014, la Commission européenne a autorisé ce qui était alors Facebook. Alors, il y a plein, dans un article, j'ai recensé 18 acquisitions très importantes, Siri par Apple, d'autres par Google, mais j'en prends qu'un seul exemple, c'est que Facebook a été autorisé à acheter WhatsApp et Instagram. Ça m'a semblé, j'enseignais déjà le droit numérique, ça m'a semblé fou. Je me suis demandé comment on pouvait autoriser ça. Et alors, pour obtenir l'autorisation, en plus dans le système, ils n'étaient pas obligés de la demander, ils l'ont demandé pour faire les bons élèves. Ils ont promis qu'ils n'allaient pas croiser les données de Facebook. Et moi, je me dis, vous voyez, quand j'ai vu ça, en dessous de 2,5 grammes d'alcool par litre, personne ne peut croire à une telle promesse. Et évidemment, en 2017, on s'est aperçu qu'ils les avaient croisés. Et si vous regardez le montant, parce que la Commission aurait pu dire prendre des mesures radicales. Non, on n'a pas remis en cause et on leur a infligé une amende. Si vous regardez le montant, c'est 0,0 quelque chose de leur chiffre d'affaires. Donc c'est une amende absolument ridicule. C'est comme si on a infligé 20 centimes d'amende. Donc, il y a ce premier aspect qui a provoqué, si vous voulez, une hyperconcentration et tout l'oligopole que vous connaissez aujourd'hui. C'est très important parce que n'oublions pas que le nerf de la guerre, ce sont les revenus publicitaires, que les entreprises vont vers ceux qui ont plus de données, donc ça empêche des gens plus petits ayant moins de données engrangées d'émerger. La deuxième chose, si vous voulez, c'est quant à la responsabilité des plateformes. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que la responsabilité des plateformes a à voir avec notre sujet d'aujourd'hui? Dans le système actuel qui n'a été modifié qu'à la marge par le RGPD et qui prouve le génie de lobbying de ces entreprises, les plateformes sont soustraites au droit commun. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de responsabilité ab initio. Il faut qu'on leur ait signalé un contenu illicite, qu'elle ne l'ait pas enlevé promptement, etc. Or, tout le monde a une responsabilité, tous les médias ont une responsabilité, et s'ils avaient cette responsabilité, ils auraient d'ailleurs été poursuivis dans l'affaire Samuel Paty, et nous, on est en retard là-dessus, vous me direz comme toujours, aux États-Unis, ils commencent à être condamnés pour des adolescents qui se sont suicidés. Donc, s'il y avait, si vous voulez, cette pression juridique sur eux, qui est une pression normale, encore une fois, c'est le droit commun, c'est les traités comme les autres, ça jouerait aussi. Et c'est paradoxal qu'ils aient bénéficié de cette double faveur que je viens de dire, parce qu'ils ont une capacité de lobbying inégalée, parce qu'ils ont des moyens inégalés. Les députés européens me disaient qu'ils n'avaient jamais subi un lobbying aussi intense que lors de la préparation du RGPD 2016. La deuxième... pardon. Donc là, j'ai parlé des contradictions européennes, les contradictions en France. En France, si on regarde, vous avez un contrôle par Bercy, tout le monde le sait, des investissements étrangers. Ce contrôle est extrêmement léger. Il se déroule théoriquement en 2 phases, et la phase 2, qui est celle de l'examen approfondi, n'est presque jamais mise en œuvre. Et donc vous avez énormément de petites
je ne vais pas dire licorne, mais entreprises françaises qui sont achetées par, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, par des Américains. Et là encore, pourquoi je parle de contradiction? Parce qu'en fait, on veut tellement favoriser les investissements étrangers, ce qui en soi est louable, que là, vous avez un contrôle extrêmement faible de ce point de vue-là. La deuxième contradiction française, elle vient de la CNIL, mais ce n'est pas vraiment de la faute de la CNIL. D'abord parce que les moyens de la CNIL sont très faibles, alors ça vous direz c'est à la française. Hein. Si vous comparez avec ses homologues allemands ou anglais, c'est des effectifs ridicules. Ensuite, si vous voulez, les dossiers qui vont vers des amendes, n'oubliez pas qu'il y a quelques années encore, c'était des amendes fixes, donc c'était ridicule. Maintenant, c'est enfin des pourcentages du chiffre d'affaires. Ces dossiers sont mal suivis, sont peu dissuasifs, à telle enseigne que les avocats que j'ai interrogés sur ces questions, qui ont des clients américains, me disent, mais au fond, les Américains ont intégré ça en disant, c'est the cost of doing business in France, et puis voilà, on fait avec, et c'est pas très cher. En plus, si vous voulez, la CNIL est affaiblie sur plusieurs points, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais ça serait intéressant. Prenez par exemple un seul exemple, les données de santé. Sur les données de santé, la CNIL avait averti sur le danger de les mettre chez Microsoft. Alors je sais bien que c'est crypté, il y a plusieurs couches, etc. Mais elle a fini par se rallier à ce système Azure. Et au fond, moi je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que le gouvernement français s'était précipité. Et alors on nous dit, oui mais comme on a tellement de données pour les chercheurs, j'entends en matière médicale et biologique, il fallait avancer. Je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas arbitrer entre la précipitation, alors je sais qu'on va en sortir à la fin de l'année, qui nous a conduit chez Microsoft, et l'avantage que ça représentait en termes de recherche. La deuxième raison de mon scepticisme, c'est que c'est trop tard et qu'on est trop faible. Il y a une avance technologique énorme qui a été prise. Elle n'est pas seulement technologique, mais elle est d'abord technologique. Et à telle enseigne que moi je me suis demandé si ce ne serait pas, mais encore une fois ce n'est pas mon domaine, plus efficace de se concentrer sur des petites briques indispensables plutôt que de chercher à les rattraper. Je suis aussi très frappé d'une certaine inertie des pouvoirs publics, parce que quand j'ai vu que les grands comme Facebook et Google déployaient des câbles sous-marins, je me suis demandé ce que faisait, comment ça se faisait. Il se faisait que ce n'était pas de la puissance publique, jadis c'était la puissance publique. Aujourd'hui, si vous les avez 1,5 million de câbles sous-marins, la moitié est détenue par Google, Facebook, Meta, Google, Meta, Microsoft et Amazon, et ils représentent 80% des nouveaux câbles sous-marins. Donc ça veut dire qu'on est quand même entre les mains d'entreprises privées. Tout ça, ça devrait aller dans le sens d'une loi. Je dirais aussi que le financement pose problème, parce que beaucoup d'entreprises, comme je le disais, sont achetées par des boîtes américaines. Il y a aussi une frilosité des banques françaises qui a été soulignée dans des articles qui prennent moins de risques que les banques américaines. Ça joue aussi, c'est pas propre à notre domaine, mais ça joue dans notre domaine. Et puis les chiffres. Les chiffres de financement sont quand même vertigineux. Je vais me contenter de deux choses. Amazon dépense l'équivalent de 100 milliards d'euros par an en recherche et développement. C'est 3 fois ce qu'on dépense en France. Donc, déjà, ça, dépense en France, toute discipline confondue. Donc, c'est déjà quelque chose. La deuxième chose, c'est que, il y a fort longtemps, il y a un demi-siècle, Giscard et Helmut Schmidt avaient projeté de porter de 2 à 3% de notre PIB la part de la recherche et développement dans nos deux pays. Les Allemands y sont arrivés, nous sommes toujours à 2,15. Donc ça veut dire en gros que rien qu'en Allemagne, le pourcentage qui est consacré est presque 50% plus élevé que chez nous, et vous avez tout à l'heure cité des chiffres. Des choses en matière d'IA comme Common Corpus n'ont bénéficié d'aucun financement public direct. Et le financement des logiciels open source est lui aussi insuffisant.
Enfin, troisième et dernière raison, l'effet médiocre des incitations existantes. Prenez la certification, si vous voulez, qu'on a faite pour protéger les données des lois extraterritoriales. TechNumCloud, il y a beaucoup d'acteurs qui veulent y entrer, qui trouvent ça trop compliqué. Alors ça, je dirais, c'est le génie français, ça, on est très très fort pour faire compliqué. Et il y a d'abord ça, et ensuite il y a le fait que les administrations elles-mêmes ont du mal à aller vers des solutions de logiciels comme Linux, parce qu'il n'y a pas, il y a eu une enquête qui montre qu'il n'y a pas de personnes qui prennent le lead et qui le font, et il y a une espèce de routine, de facilité, et ça suppose quand même de s'accommoder à quelque chose de moins charmant, parce que c'est quand même, ça reste un peu moins fonctionnel que ce que font les Américains, et ensuite parce que ceux chez nous qui développent, souvent sur leur temps de travail ou leur loisir, ne bénéficient pas de reconnaissance. Avec, j'ajoute, un problème de lisibilité, la DINUM, on fait des choix non concertés, etc. Tout ça n'est pas centralisé, alors que ça l'est, ça l'est en Allemagne, ça l'est en Italie pour tout le secteur public. C'est quand même, ce qui nous arrive est quand même très dangereux, parce qu'on parlait jadis, vous savez, pour l'électricité et l'eau, du privilège du robinet. Et là, vous avez des gens qui peuvent couper. Je rappelle quand même d'un mot que quand le gouvernement australien a pris des règles qui ont déplu à Meta, ils ont coupé WhatsApp sur l'ensemble du territoire. Au début, j'ai cru qu'ils avaient coupé sur l'ensemble du territoire parce qu'ils ne savaient pas que c'était binaire, qu'ils ne savaient pas couper ou ne pas couper. En fait, ils savaient, puisque sur pression du gouvernement australien, au bout de 48 heures, ils ont rétabli les services d'urgence. Autrement dit, ils ont quand même choisi de couper les WhatsApp des hôpitaux, des services d'urgence, simplement pour leurs intérêts. Donc, il y a quand même des choses. Je ne suis pas du tout convaincu que la loi suffirait, mais c'est une véritable question, et c'est la raison pour laquelle, en tant que procureur, je m'en remettrai à la sagesse du tribunal. Merci, monsieur le procureur. Je crois que vous pouvez nous quitter de l'urgence. On a quelques minutes. Monsieur le procureur, votre taxi est devant le 40 rue de Courcelles. Ah, il faut bien que j'entretienne la relation avec le procureur. Et je sais que notre ami d'Oracle doit aussi partir, donc on va garder évidemment, désolé, hein, je te mais on avait 2 contraintes de temps, donc on va prendre vos questions, on va discuter sans problème pour ceux qui ont envie de discuter, mais que ceux qui avaient des contraintes se sentent libres. 5 minutes. Voilà, 5 minutes. Pour quelques minutes de questions, messieurs les jurés, je vous en prie, présentez-vous et nous sommes tout oui. Bonjour, Thomas Wakefoul. Donc, moi je monte un réseau social européen qui s'appelle Epsilon, donc je suis bien dans le sujet. Peut-être pour prendre un exemple qui nous permettra de trancher, si on reprend l'exemple du juge Guillou de la CPI, admettons que ce juge monte une entreprise, d'accord, de droit français, il a droit. Je rappelle qu'il est quand même sur la liste des sanctions américaines, d'accord. Est-ce que donc, avec cette entreprise, il peut acheter un service chez Oracle Business et est-ce qu'il peut acheter un service chez DocaPost? Voilà. Ma question est claire ou... Votre question est claire, est-ce que je peux faire les deux? Je suis ni DocaPost ni Oracle. Non, mais les témoins. Alors, légalement, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas juriste, mais je ne vois pas forcément ce qui pourrait l'empêcher. Donc, comme je disais, je ne suis pas juriste moi-même, mais concrètement, acheter un service à notre entreprise européenne dont j'ai parlé, je ne pense pas que ce soit en porte-à-faux direct avec ça. Il est sous sanction américaine. Oui, il est sous sanction américaine. Encore une fois, je ne suis pas juriste, donc il faudrait demander à notre legal pour en être certain. Mais concrètement, aujourd'hui, on parle bien d'une entreprise européenne. Ouais. C'est vraiment ce qui est fondamental pour moi, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le fait qu'aujourd'hui, on peut vous écrire noir sur blanc que Oracle EU Sovereign Cloud est sous juridiction européenne. Donc après, si en donnant un service à un citoyen européen,
les instances américaines nous demandent quelque chose, en fait, il y aura un point de droit. On a évidemment au sein de notre, de notre entité EU Sovereign Cloud des juristes qui sont là pour traiter ces points-là. Je rappellerai quelque chose de très simple. Hein. Je faisais il y a quelques années une table ronde de cybersécurité à Lille, dans le fameux événement. À côté de moi, il y avait le patron de la gendarmerie belge qui me disait que tous les ans, il faisait plusieurs dizaines de milliers de demandes de données à Microsoft pour obtenir des informations sur des citoyens belges dans le cadre d'affaires criminelles, etc., etc. Donc je veux dire, tout le monde fait ça. Donc le fait que quelqu'un puisse faire une demande de données ou puisse interdire un service, le tout, c'est est-ce que c'est compatible ou pas avec la loi européenne. Et donc à ce moment-là, ce sera une autre cour, comme celle-ci, qui devra en juger. Peut-être pour l'équilibre des arguments. Je ferai la même réponse. Dans l'absolu, évidemment, un citoyen européen qui veut acheter une prestation européenne à une société européenne, il n'y a pas de problème. Mais on vérifierait quand même la compatibilité avec ce point précis-là. Mais ce ne serait pas de notre fait. Encore une fois, on se remet encore dans un cadre où on reprend conscience que dans un cadre extraterritorial général qui s'applique depuis les années 70, nous avons parfois des incompatibilités dont nous devons avoir conscience. Et je rajouterais où on devrait avoir le droit d'appliquer notre propre droit. Parce que tout à l'heure, Maître Barbry nous a, avec brio, souligné le paquet souveraineté. Néanmoins, qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet souveraineté? Et qu'est-ce qu'il y a dans Caïda? Il y a la possibilité et l'autorisation de faire des choix que nous n'avons pas aujourd'hui. Ces choix, nous n'avons pas le droit de les faire parce que nous sommes très respectueux des règles de l'OCDE, qui nous empêchent, nous, Européens, d'interdire certaines entreprises au motif qu'elles ne respectent pas des critères de souveraineté, mais qui sont en réalité des critères d'autonomie économique, juridique et technologique. Ça, nous ne nous y autorisons pas, alors que les États-Unis d'Amérique, ainsi que la Chine, s'y autorisent. Parlons des États-Unis, Buy America Act. C'est une réglementation qui impose de construire, fabriquer des biens de production sur leur territoire avec leurs moyens de le faire. Et nous ne le contestons pas. Ils s'y autorisent. Nous, en Europe, nous ne nous y autorisons pas. La question de Caïda et des sections qui sont relatives à la souveraineté ne sont pas d'imposer, comme ça a été dit, comme on vous l'a laissé croire. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas d'imposer la souveraineté, on va acheter que des trucs européens parce qu'on va vivre entre nous à l'intérieur de notre petit vase clos, parce qu'on est complètement fermé. Je pense que l'Europe, c'est autre chose que ça. La question, cher juré, c'est quel droit nous nous donnons à nous-mêmes de faire un choix éclairé et de l'appliquer. Quels sont les critères? Comment est-ce qu'on les évalue? Je rappellerai, parce que ça n'a pas été évoqué, le fait qu'on ait balayé IECS, et ça a été très bien dit par notre procureur. Les députés européens sont extrêmement sous pression de lobbying. IECS, ce sont les schémas de cybersécurité dans le cloud. Dans ces schémas, il y avait la possibilité d'avoir le Level I+, qui permettait, non pas qui obligeait, qui permettait de choisir des systèmes qui répondaient à des critères de protection des données. Et probablement qu'Oracle aurait pu répondre à ces critères. Mais ça a été balayé. Parce qu'on n'a même pas le droit de dire « j'ai le choix de décider de mettre des critères ». Donc la question n'est pas de se refermer comme sur nous-mêmes, ça ne l'a jamais été. C'est de s'autoriser à faire des choix éclairés. Et en ce sens, c'est de recouvrir une certaine forme de liberté. Mais je crois que je ne répondais pas à la question. Merci. Une dernière question dans le jury? Non? Eh bien, parfait. Nous allons passer à la délibération et au vote du jury. Vous pouvez sortir vos téléphones portables. 90% américains. On peut voter? Parce qu'il n'y a pas votre petit Et vous pouvez voter sur le QR code. Votez bien. Moi aussi, je peux faire de lobbying. Votez bien. C'était pas déontologique, mais je ne sais pas traiter Le ça. code Wi-Fi.
le code Wi-Fi qui respecte la réglementation européenne sur la cybersécurité. 4. Vous l'avez. Quel réseau? Racine publique. Racine publique. Moi, j'ai une solution pour le procureur de la Cour pénale qui doit interdire tous les services. On l'inscrit, on change juste, on prend son deuxième prénom et on fait une coquille sur sa date de naissance et ça passe. Hein. Évidemment. Mais on ne fait pas de bruit surtout. On ne commence pas à demander à tout le monde son avis parce que c'est là qu'on finit par ne rien faire. Maître, la délibération est en cours, les arguments sont terminés, les jeux sont faits. J'attends des nouvelles de mon greffier. C'est le problème du manque d'innovation dans le vote. Quand la technologie n'est pas là. Voilà, tout va bien, on attend juste la fin. Qui n'a pas encore eu le temps de voter? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème de Wi-Fi. Ah ouais. Ben vote à main levée. Alors, C'est l'équivalent du vote on-premise. c'est bon, David? David. Ah, Monsieur le Président a le... Ouais, Cette solution de vote, solution chinoise. Alors, à la question pour ou contre une souveraineté numérique imposée par la loi. Le oui l'emporte à 50% et le non à 44%. Oui, personne ne s'est pas exprimé. On peut tout de même applaudir et remercier nos témoins, nos avocats, le procureur, pour ce vrai faux procès de la souveraineté numérique. Vous permettrez au président que je suis d'avoir 2 regrets pour nourrir le débat. On aurait pu appeler 2 autres grands témoins. Le premier, mort il y a quelques années, avec un ouvrage qui vient de ressortir, à plus de 20 ans, le philosophe et journaliste André Gorz, avec l'immatériel, où il rappelle que le capitalisme va dorénavant se ruer, non pas sur les services qui sont dans l'immatériel, mais sur la data, le savoir et même le savoir-être. Ils vont tout faire pour les valoriser, les monétiser, et je pense que vous allez tous retrouver dans nos conversations capitalistiques la fameuse tirade « You talking to me » très rapide. Le deuxième grand témoin, c'est Gilles Babinet, champion européen, à travers le Périlia, où vous verrez les différents scénarios de nos amis américains, où est-ce qu'ils veulent aller, quelles sont leurs intentions, avec ou sans réglementation. Vous découvrirez tout ça, et que reste-t-il pour devenir humain, si bien que le prochain vrai faux procès de l'Axel pourrait être, y reste-t-il une souveraineté de l'humain? Merci beaucoup de cette matinée.